Aujourd'hui, on n'a même pas fait sport, même pas de la semaine. Mais c'est pas une raison. On va revenir à un petit classique, un petit exercice fondamental de la chaîne, l'explication de texte. C'est une question de discipline. Si je fais pas de sport, on revient aux explications. C'est un autre type de sport. Et là, à force de faire des blagues complètement idiotes avec une de mes amies, j'ai eu envie, d'un coup, comme ça, de prendre un poème qui lui aussi est une blague, mais peut-être pas que ça, on va voir ça ensemble. C'est la Vénus Anadyomène de Arthur Rimbaud. Alors, j'ai pas d'édition de Rimbaud ici, alors je dois en avoir dans des anthologies. Je pense que je l'ai en imprimé quelque part, mais je l'ai moi-même réimprimé à partir du site Poetica, parce que c'est quand même bien le plus simple, et puis derrière c'est un brouillon d'épreuves de thèse, donc c'est pas très intéressant. Je pense, mais c'est pour ça qu'il y a du texte à l'arrière. Ouais, je réfléchis. Non, mais c'est idiot parce que mes recueils Baudelaire-Rimbaud, c'est clairement pas ici, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment dans mon autre domicile. Donc j'imprime, et c'est un peu dommage parce que c'est comme toujours intéressant de parler de la situation dans le recueil, et j'ai pas fait ces recherches-là. J'ai juste pris le poème. Alors je vais le lire, c'est-à-dire que comme d'habitude, excusez-moi madame la dictateuse, je vais le massacrer, mais il paraît que cela fait partie de mon charme. Et un peu d'infusion de thym. Vénus Anadyomène. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort. Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Donc à la nu. Allez, c'était le massacre. On y va. C'est un sonnet. Et c'est un sonnet, les rimes croisées à la fin, c'est plutôt le sonnet italien. C'est pas des rimes embrassées, elles sont croisées. Est-ce que les rimes, elles sont classiques? Alors, c'est pas un vrai sonnet d'ailleurs, là, quand je le vois, parce que les rimes des deux quatrains, elles vont être croisées. Non, le premier, elles sont croisées. Le second, elles sont embrassées. Ensuite, on va avoir les rimes plates et boum boum du croisé. Donc, c'est pas exactement un sonnet français, mais on est plus proche du sonnet français, ça en raison du premier quatrain. Et ça, après Baudelaire, il en fait plein, donc on est vraiment dans cette filiation de la légère variation sur un modèle initial. Qu'est-ce que c'est comme sonnet? Là, Rimbaud, il est vraiment dans une tradition poétique assez ancienne qu'on appelle... C'est pas exactement le blason poétique, mais ça en est quand même très proche. Le blason, ça va être souvent des poèmes métonymiques. Le plus célèbre, c'est le blason du Beau Sourcil, ou Sourcil, de Maurice Sèvres au XVIe siècle. Et il y a les contre-blasons, par exemple le blason du lait tétin. Tétin, ça veut dire téton, ou ça. Euh, C'est-à-dire que ça, en fait, ce sont des exercices poétiques qui vont dans des joutes, dans des compétitions poétiques. Dit comme ça paraît ridicule, mais enfin bon, il y a quand même bien des compétitions d'improvisation, des battles de slam, de rap. C'est dans cette optique-là qu'il faut le voir. Avec évidemment les mœurs du XVIe siècle, mais c'est vivant, quoi. C'est vivant, c'est vraiment vivant. C'est des gens qui ont été vivants et qui maintenant sont morts. Mais ils étaient vraiment vivants, ils n'étaient pas morts quand ils étaient vivants. Dit comme ça paraît ridicule, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et ça, cette espèce de démonstration de la vie virtuose, éventuellement avec des potacheries, comme là on va l'avoir chez Rimbaud, c'est très très présent en poésie, mais pas toujours. Donc on n'est pas exactement sur un blason, mais on pense à un blason parce que c'est un portrait de femme, et on va avoir en fait cette espèce de regard qui focalise sur des morceaux de corps, les uns après les autres. Donc on est très littéralement dans un portrait,
et dans un portrait qui est, on l'aura compris, assez dépréciatif. Ça, c'était pourtant pas annoncé par le titre, et le titre, normalement, là on est plutôt dans un titre thématique, mais qui avait des connotations rématiques. Thématique, on se rappelle, le thème c'est ce dont on parle, rématique c'est le genre littéraire. Par exemple, quand ça va s'appeler, le recueil va s'appeler poème, bah ça sera des poèmes. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est quand c'est des titres thématiques qui ne correspondent pas réellement et qu'il y a une discordance. Ça arrive. Et c'est comme ça que j'avais trouvé comme un roman de Pénac rangé dans les romans. Et ça s'était raté parce que c'est un essai. La Vénus Anadyomène, ben, on est sur un titre qui est quand même plutôt érudit, savant, cultivé en tout cas, avec ce mot grec difficile, Anadyomène, qui signifie en fait sortant des eaux. Alors, à peu près tous les motifs, et comme toutes les figures de style, vont avoir souvent des noms compliqués et très techniques, en rhétorique par exemple. Donc la Vénus sortant des eaux, si on en veut une image, on va dire archétypale, c'est la Vénus de Botticelli, qui donc sort des eaux. Et on s'attend donc à la sortie d'une belle femme de la mer. Ça, c'est vraiment le prototype, parce qu'elle naît comme ça de la fécondation dans l'eau. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on va avoir, parce que la Vénus, elle est bien annoncée par ceux qui l'analysaient comme un tatouage. Les reins portent 2 mots gravés Clara Vénus. On va y revenir parce qu'on va le faire de façon linéaire, mais on met en place pas mal de choses. À quoi on pense là? Là, ça, c'est pas une vraie introduction d'explication texte, c'est le brouillon pour commencer à l'aborder, mais je vais plus vite que si je faisais un vrai brouillon parce que je suis quand même déjà en train de le présenter. C'est ça la force de l'improvisation. Vénus, ici, donc ça va être aussi une référence finalement à ce tatouage qui va désigner par métonymie la femme tout entière. Est-ce qu'il paraît adéquat ce tatouage, cette inscription? C'est quand même questionnant, puisque elle, elle ne ressemble pas trop au prototype incarné par la déesse Vénus, qui est la déesse de l'amour, et qu'on imagine plutôt jeune, fraîche, mignonne, voilà. Et on peut aller plus loin en disant que la mère, là, a quand même perdu un peu de son empan en se transformant, on l'aura compris, en baignoire. Donc on va être dans quelque chose, pour ça qu'on pense quand même pas mal au blason et contre-blason, on est plus sur un portrait inversé, avec une attente déçue, une surprise, et quelque chose qui va permettre à cette surprise d'aller en gradation. On y est, on continue. Donc Vénus Anadyomène, voilà, toutes les connotations du titre, elles vont être à la fois... elles vont créer des attentes qui vont être remplies et en même temps bousculées, inversées. Et ça va créer des effets qui sont un peu discutables et intéressants. Mais qui sont pour une part des effets comiques, mais ce comique-là, voilà, mais qui ne sont pas que du comique. Voilà. Donc quels sont les registres, il faut en donner. Donc on est vraiment dans le portrait, et puis on va avoir une structure de portrait qui va suivre le mouvement du regard du corps. Et quel va en être le registre? Là, on est quand même pas loin de l'horrifique. C'est un poème qui est fait pour dégoûter, mais dans cet horrifique, on peut aussi avoir une part de comique et de potacherie, on va y revenir. On attaque le premier cercueil qui ouvre, évidemment le premier cercueil, le premier quatrain, qui s'ouvre par une comparaison. Mais ça, c'est tellement habituel, comme on voit au mois de mai la rose, etc. L'ouverture d'une comparaison qui va structurer et qui va donc permettre la mise en place du regard. Alors cette comparaison, elle met en place un comparant d'un cercueil vert en fer blanc et un comparé d'une vieille baignoire. Il n'y a pas tout le jeu qu'on peut trouver chez Ronsard sur une comparaison longue. En fait, il suffit d'attendre un verre, 2 verres, et c'est bon, on a la réponse, quoi. Alors, cette comparaison qui ouvre là, on est dans des choses qui sont ultra classiques, hein. Elle est pourtant très prosaïque. C'est pas seulement la mention du cercueil qui va amener du macabre,
une dimension macabre, ça va être le prosaïque qui va arriver avec les notations concrètes, notamment de matière, le fer blanc. C'est-à-dire que si on parle, je sais pas moi, du sein de marbre, on est sur une matière noble. Le fer blanc, on est en pleine industrialisation du 19e siècle. Le fer blanc, c'est une matière qui sonne creux quand, quand on toque dessus. Je suis vraiment en train de mimer comment on toque sur du fer blanc. Et qui sert pour des objets bon marché. On fait pas de choses... le fer blanc, c'est un peu du toc, en fait. C'est un peu du toc du 19e siècle. Et alors, à mon avis, il n'est pas impossible, on va le dire plutôt sous forme d'hypothèse, qu'il ait voulu avoir ouvert, mais il n'avait pas la place, il a mis vert. Mais la mention de la couleur, elle est quand même intéressante, parce que cette verdure, ce verdâtre, ça va être repris ensuite, alors c'est où? Avec les feuilles plates. J'avais une impression de mousse, mais elle est passée où la mousse? On a le gris. Alors les feuilles là, elles sont plutôt sur la forme, mais ça donne aussi une impression de ruine, envahie par la nature, mais pas la belle nature romantique. Là, on est plutôt dans le décrépit. Et cette comparaison, eh ben, elle ouvre une image vampirique, mais qui n'est pas une image sexy de Dracula, là, mais qui est bien plutôt une image de zombie. Alors, les zombies, ça existe déjà au 19e siècle, c'est un mot qui est apparu dès le 17e, dans un livre que notamment Naudier a possédé, et ça j'ai vu un post il y a quelques jours sur la page Facebook de la Société des Amis de Charles Naudier, mais c'est quand même très très rare, c'est pas illogique qu'on n'ait pas de zombies, mais on va avoir l'impression de réveil de morte vivante. Et ça va complètement inverser. On se rappelle que la mer laisse place à la baignoire, donc là ça veut dire on passe du très vaste, quasi cosmologique, j'exagère un peu mais ça donne une idée, hein, au réduit de la baignoire. On va passer des belles matières qui servent à décrire les Vénus au fer blanc. Et on va passer d'une Vénus à cette femme. Alors là, j'ai regardé, mais vraiment en archi-diagonale, quelques commentaires, qui est présentée comme vieille. Je vois pas ce qui fait dire qu'elle est vieille, elle a les cheveux bruns. Y a pas de mention de ça. Hein. Donc on a une femme qui prend son bain. Ça, c'est une image qui pourrait être très belle. Et on pourrait avoir une comparaison, enfin, un lien tissé, parce que là, il n'y a pas de comparaison. La comparaison entre le cercueil et la baignoire. Donc ça va amener du macabre, mais ça pourrait être du macabre sexy, voire valorisant, confère les vampires. Là, l'image qui m'est évoquée, elle ressemble plus à celle d'un zombie qu'à un vampire. Ou alors le vampire en mode pas sexy, mais c'est un peu contradictoire, parce que le vampire, c'est quand même une créature qui a une charge érotique très forte. Donc on se rappelle, le marbre ou ce genre de matière va laisser place ici au fer blanc, au toc, et la Vénus a une femme, qui va être ensuite décrite, cette femme. Parce que c'est ça l'objet du poème. Donc cette Vénus anadyomène, ça va être elle, et en même temps, c'est une façon absolument antiphrastique de la désigner. C'est absolument l'inverse de ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on va avoir, c'est une espèce de décomposition du regard qui va suivre une décomposition corporelle. Cette décomposition, c'est aussi celle du verre avec sa dislocation. On commence par l'outil de comparaison, comme, mais ça continue. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête placée en verre, deux femmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est très courant chez Rimbaud, hein, mais bon, là, on étudie celui-là. Parce que, normalement, deux femmes est complément du nom de une tête. Et ça, c'est un lien qui est extrêmement fort. Et normalement, on n'a pas le droit de séparer à ce niveau-là. Donc là, ici, le contre-rejet va amener un effet d'attente, mais qui lui-même est mimétique de la sortie de la baignoire. Parce qu'on
et de la sortie de la baignoire, comme du regard qui observe dans le même temps. On voit, on commence à regarder, et ça va être complètement mimétique de ce qu'on peut désigner comme une fascination du regard, un regard qui ne se détourne pas. Et donc un regard voyeuriste. Ah, et puis il fallait quand même le dire, les scènes de femmes qui prennent leur bain, c'est un grand classique de l'époque. Pourquoi? Eh bien, on vous donne l'impression de faire une scène de genre. La scène de genre, c'est comme ce qu'on peut voir, c'est très ancien, les scènes de genre, on en a plein, la peinture hollandaise. C'est avec des scènes d'intérieur, quotidiennes. On n'est pas dans la peinture mythologique, historique, ce genre de choses, voilà. Mais, alors je suis vraiment pas historienne de là, hein. Mais dans ces scènes de genre, bon, ben, les femmes à la toilette, comme il y a au XVIIIe siècle beaucoup de femmes au boudoir, et même des femmes avec des bourdalous, parce que alors j'ignorais ce qu'était exactement le bourdalou, mais le bourdalou, c'est le bassin pour femmes. Et je suis tombée sur un article putaclic grâce à maman qui disait que le bourdalou était un pisse de boue. Pas du tout, puisque c'est une bassine et qu'il faut pisser dedans. Mais vous avez tapé bourdalou, la légende dit que c'est pour écouter bourdalou, que l'objet aurait été utilisé, on dit pas inventé, parce que bourdalou avait des sermons très longs et qu'il ne fallait surtout pas rater. Comment qu'on fait quand on a envie de faire pipi? Bon, peut-être que l'on utilisait, peut-être pas. J'ai un peu de mal à y croire. Mais c'est rigolo. Et c'est très collectionné. Enfin, très collectionné. Ça tombe pas non plus sous le sabot, enfin ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Ce qui est heureux parce que le 18e siècle c'est souvent en porcelaine. Donc on a souvent des scènes de genre qui vont être érotiques. En fait en général on dit aujourd'hui érotique, mais pour l'époque c'est souvent pornographique. C'est aussi que notre seuil de tolérance à ce niveau-là a bougé, et donc ce qu'on appelle érotique n'était pas érotique. Ce qui est érotique est pour nous souvent plus dit bon. Et au 19e siècle, on va trouver vraiment, vraiment beaucoup de scènes de femmes à la toilette qui prennent leur bain, des choses comme ça, qui vont être concrètes, qui peuvent être voyeuristes, qui peuvent être vraiment qui peuvent chercher le grivois, le coquin, parce que en fait, ce sont souvent des scènes qui vont supposer un spectateur voyeur, plutôt masculin, et une femme dans son intimité, donc avec cette illusion d'une femme qui est comme elle le serait, alors qu'en fait il s'agit d'une femme en train de poser, dans, dans des scènes que l'on n'est pas censé voir et qui permettent en même temps d'avoir non seulement la vision de morceaux de corps, mais aussi le plaisir du regard surpris. Ces scènes de bain, alors c'est très différent d'Ingres, mais on peut remarquer par exemple la dimension ronde du bain turc d'Ingres, qui donne une impression de serrure. Elles sont en général aussi pas mythologiques. Ça va montrer des corps réels, avec parfois vraiment un souci réaliste, mais c'est aussi une forme de désallégorisation du monde. Et donc là, on n'est pas non plus dans la tradition de juste le bain, on a l'impression de quelque chose de plus, dont on n'arrive pas tellement à savoir si c'est une caricature complète ou carrément une chimère qui prendrait son bain, un genre de chimère, tant la description de cette femme la rend monstrueuse et absolument affreuse. C'est d'abord l'artifice qui apparaît avec la mise à la rime de fortement pommadé. La pommade, c'est un genre de gel qu'on met sur les cheveux pour soigner ses cheveux. Et donc, fortement pommadé va montrer quand même un manque de légèreté. Et on peut se dire que se rappeler que le produit capillaire phare pour les jeunes filles et les femmes est très sexy et très chic, c'est la poudre d'iris, qui est en fait un shampoing sec, mais qui va laisser les cheveux odorants. Parce qu'on ne se lave pas les cheveux au XIXe siècle comme aujourd'hui, tout ça ce sont des inventions modernes, hein, le shampoing liquide par exemple. Mais la pommade, elle va permettre peut-être de soigner, de plaquer, mais elle peut aussi ressembler à un médicament. Et on peut même aller jusqu'à supposer un traitement sur ce qui serait, mais là c'est moi qui en rajoute, une alopécie galopante. Mais ça en fait ça peut aller avec des hypothèses de maladies vénériennes. Ça tombe bien pour Vénus. Donc deux femmes d'une vieille baignoire, on va remarquer les prépositions à l'initiale, c'est pas normal.
d'avoir les prépositions comme ça, l'initiale, c'est plutôt rare. Et là, ça va être répété. D'une vieille baignoire émerge lente et bête avec des déficits assez mal ravaudés. Et là, en fait, on va noter que c'est pas une femme qui sort, c'est une tête de femme qui est donc au-dessus. Et ensuite, on va avoir le reste du corps, donc le col, le cou, les omoplates, au point on peut avoir l'impression que c'est le regard qui descend, mais en fait, c'est la femme qui monte en sortant de la baignoire. Mais ce n'est pas la femme elle-même, en fait, qui sort, c'est d'abord une tête de femme et ensuite morceau par morceau. Et ça, ce morcellement du corps, eh bien, il appartient à ce qu'on appelle l'objectification du corps féminin, qui existe aussi pour le corps masculin, mais clairement pas dans les mêmes proportions. La vue par morceaux et non pas en un ensemble. C'est pas par hasard que la chimère d'Alexis, elle part du plus beau nez, de la plus belle tête, enfin, des plus beaux yeux, etc., pour faire un ensemble qui en fait devient abominable. Mais c'est parce que, j'en parlais dans la vidéo sur la beauté rapidement la semaine dernière, me semble-t-il, ce morcellement, il fait partie de la façon que l'on a, homme comme femme, hein, de voir les femmes et pas les hommes. Ce sont évidemment des tendances. Et ça, c'est cette tendance-là que reprend Rimbaud et qu'il va accentuer. On va noter l'adverbe fortement, qui insiste et qui va pas avec genre la douce écume d'une Vénus. Hein. Vieille pour la baignoire, mais qui donne l'impression, comme par contamination, d'atteindre cette femme elle-même. Deux adjectifs en coordination, lente et bête, qui en fait qualifient la femme ou la tête, ça on sait pas trop. Mais ça nous parle à la fois d'une lenteur physique et morale. Et en même temps, on a ici une animalisation qui se met en place par la polysémie de bête. Et on peut noter comment tête et bête riment, comme par une impossibilité non seulement d'accès à des cieux, mais c'est une animalisation complète qui va ramener au sol et empêcher d'émerger, alors même que le mouvement est un mouvement de hauteur. Comme si en prenant de la hauteur, il fallait ramener à quelque chose de plus prosaïque. Et ce dernier vers du quatrain, avec des déficits assez mal ravaudés, honnêtement, je ne le comprends pas bien. Qu'est-ce que ça peut définir ? Les déficits assez mal ravaudés, je pense qu'il s'agit ici de la baignoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquent et la baignoire, elle a été rétamée. Mais mal. Mais on voit que ça colle pas et ça va donner envie, en fait, de voir ici ce complément circonstanciel, je perds mes mots. Pas qualifier, passer par un adjectif, mais s'appliquer. Enfin, c'est pas s'accorder, ça c'est pour les accords. Ah, j'ai un mot qui me manque là. Plutôt à la femme. Donc les déficits, ce sont des choses qui manquent, et ravauder, ça veut dire coudre. Normalement, on coupe pas les baignoires, mais on ne coupe pas non plus les femmes. Et en fait, la structure syntaxique, ça amène donc le cercueil en comparaison, la tête, décrite en un vers de donc tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, mais ce qui va compter finalement, c'est cette tête qui apparaît comme d'elle-même, un peu comme dans les foires. Ensuite, on a la baignoire, mais à la fin, on a l'antébête, on revient à la femme. Et là, on ne sait pas exactement à quoi se rattache le groupe circonstanciel. S'agit-il de la baignoire ou de la femme ? Et ça ne colle pas réellement avec aucun des deux. Et donc, le changement de vers, comme la ponctuation avec les virgules, ne permet pas, en fait, de trancher complètement. Il n'y a pas d'accord là-dedans. Et de toute façon, femme et baignoire auraient tous les deux été féminins singuliers, puisque ce sont les déficits qui sont mal ravaudés. Et on ne sait pas si on a affaire ici à un genre de créature de Frankenstein qui aurait été recousue, mais pourtant pas morte, mais on a un cercueil juste avant. Et ça va donner cette dimension monstrueuse à cette femme. Monstrueuse parce que le monstre, c'est ce que l'on montre, et en fait là, elle n'est pas exactement montrée, mais elle est regardée. Et monstrueuse parce qu'elle est un composé impossible, un composé chimérique.
Et ce sont des termes qui ne sont pas ici assez concrets ou qui n'appartiennent pas au même domaine d'application. Ravauder la couture pour une baignoire comme pour une femme, ça ne fonctionne pas. Qui vont amener cette indétermination, donc cette amphibologie, c'est-à-dire cette ambiguïté syntaxique, grammaticale. Et ce flottement fait que là, on passe peut-être finalement au-delà d'une animalisation déjà évoquée, au-delà d'une espèce de mortification, ça se dit pas la mortification, normalement c'est de mortifier, c'est de vexer, mais au-delà d'une cadavérisation, d'une nécrose de cette femme, parce qu'elle est carrément objectifiée par le fait que que ce complément circonstanciel peut s'appliquer à elle. On peut noter, alors ravauder, c'est pas un vocabulaire très choisi, on va noter aussi l'adverbe mal, et même cet adverbe a lui-même une autre modélisation, assez mal. Donc tout ça, ça nous donne en creux la présence d'un jeu lyrique, qui est un jeu regardant et décrivant ce qu'il regarde, qui n'apparaît pas autrement, et qui, que par ce regard décrivant, et qui en même temps est un regard qui juge fortement, lent et bête, assez mal, et qui fait une comparaison, comme dans Cercueil. Avec toujours, on le rappelle, cette idée que c'est peut-être que la baignoire ressemble à un cercueil, mais c'est quand même pas bien courant de voir des têtes émerger des cercueils. Et Ravaudé va aller avec Pomadé, on est encore dans l'artifice. Ça va souligner cette dimension artificielle et d'un artifice bon marché, cheap, et donc bon marché et surtout de mauvaise qualité. Et mal fait. On continue ? Eh bien oui, on continue parce que le deuxième quatrain, on l'a dit, lui, il va être en rime embrassé, A, B, B, A. On peut noter qu'on avait du AD, AD qui va laisser place à at, avec au niveau sonore, entre le T et le D, il n'y a qu'un assourdissement, c'est très proche, et ça amène une espèce de paronomase avec un passage de rimes féminines à des rimes de rimes masculines à des rimes féminines. Les rimes féminines, ce sont les rimes avec un E muet, parce qu'il est plus faible. Puis, pour commencer, puis, alors est-ce que je ne sais pas compter, puis, le col gras et gris, les larges omoplates. Non, il faut le dire en une seule séance, il n'y reste puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent. Alors là, on va avoir le même effet avec un rejet de qui saille dans le vers 6, ou vers 2 du deuxième quatrain. On peut noter en fait comment déjà le puis, normalement conjonction de coordination, mais ça s'utilise quand même pas mal comme un adverbe, j'ai l'impression, puis. J'ai pas bien étudié en grammaire, puis vous me faites un petit com là-dessus. Bon, ici en tout cas, placé en début de vers, non pas de phrase, mais ça va prolonger la phrase précédente. D'ailleurs, tout le sonnet ne fait qu'une phrase, là je vérifie ça. Mais ça va suivre le regard tout en étant un puits chronologique. Donc en fait, on a l'impression que c'est le regard qui se déplace. Moi, je suis persuadée que c'est une femme qui sort de sa baignoire, donc en fer blanc, ce qu'on appelait un tub, au XIXe siècle. Je crois que j'en ai jamais vu en vrai hors château des Trébeaux, mais en fait, c'était vraiment un outil très très banal. Mais je pense qu'ils ont été fondus pendant les guerres, ces tubs. Tube. Donc le col, ça pourrait être un peu amélioratif, col, par rapport à coup, mais bon là, ça a quelque chose de légèrement poétique, il peut rappeler le titre, Vénus Anadyomène, dans les connotations, on va dire, valorisantes, mais ces connotations, elles sont immédiatement désamorcées, voire inversées, par gras et gris. Alors, attention, pas de grossophobie, mais on n'est plus dans le siècle de valorisation de la Grèce féminine, ou même masculine, au XIXe siècle. Alors, on va toujours aimer la main potelée, ce genre de choses, mais c'est le siècle des sylphides et des tuberculeuses.
Donc le coup gras est pas très amélioratif et a priori pour la période et surtout il n'est pas valorisé par sa couleur, le gris, c'est-à-dire que le joli cou poétique il est blanc, c'est le cygne, le modèle du cou. Et là, bon, ben, le modèle du cygne dans le col gras et gris, ça marche pas, hein. Il est vraiment défait. Et la couleur grise du cou, elle semble elle-même mortifère. Et elle nous rappelle la couleur du fer blanc, comme les images macabres du cercueil. Les larges omoplates qui saillent. Alors large, là, on va aussi être dans une espèce d'antisylphide, hein. On n'est clairement pas dans le dessin de la jeune première, dans le portrait d'une jeune première, d'une aristocrate. Et l'adjectif large appliqué à une femme, il n'est jamais positif pour les femmes, il ne l'est que pour les hommes, ce qui est lié à des axiologisations profondément sexistes. Mais en tout cas, c'est dans ce monde-là qu'évolue Rimbaud. Et donc ces omoplates vont être à la fois larges et en même temps elles vont saillir, c'est-à-dire se dégager comme on le voit hop, par la mise au rejet. Et on va passer donc du col aux omoplates au dos. Donc le regard descend ou le corps sort de la baignoire. Putain, je peux le faire là, hop, dans le cas. Hop, la tête apparaît, hop, le col, hop, les omoplates, et si j'étais dans l'autre sens, ça serait bien. Je sors de la baignoire, telle la Vénus Anadyomène, en entrant dans le cadre. Alors, le dos est court, et là aussi, on se rappelle, hein, les images plutôt poétiques, ça va être le signe, des choses comme ça, qui rentre et qui ressort. Et ça, qui rentre et qui ressort, s'agit-il du mouvement, par exemple, d'avant en arrière, ou plus sûrement de genre de scoliose, qui vont déformer le dos, ou au moins, enfin, saillir avec des vertèbres mal alignées. On peut se rappeler que l'odalisque d'Ingres, elle a certes trop de vertèbres, mais elle a un dos qui va être très lisse. Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor. Alors les rondeurs des reins, je failli dire les seins tout à l'heure, mais là, en fait, elle est de dos, donc il n'y a pas de sein. Et il n'y a pas de sein aussi parce qu'elle est déféminisée pour d'autant plus la mettre enfin, pour permettre l'animalisation, ce qui n'est donc pas une mortification, mais pour permettre cette espèce de cadavérisation en cours du encore, qui pourtant bouge. Et donc, les reins, ici les rondeurs des reins, bah, ça va être les rondeurs au-dessus des hanches et les fesses, qui elles-mêmes donc qui semblent prendre l'essor. Essor va rimer avec ressort, de façon assez lourde, comme omoplate rime avec plate. Et ça, en fait, la lourdeur des rimes, elle est mimétique de la lourdeur de la femme décrite. Et donc on aura deux puits. Et donc hop, on voit comment elle monte et comment le regard descend. Est-ce que c'est un regard fixe ou est-ce qu'ils se croisent? Écoutez ça, c'est comme pour les trains, je vous donne les heures et puis on calcule ça. La graisse sous la peau paraît en feuille plate. Et là, on a quelque chose qui montre comment l'objectification, un morceau de corps, un morceau de corps, un morceau de corps, passe au niveau donc de la graisse, c'est-à-dire à un niveau anatomique, et même, j'ai envie de dire, épidermique ou sous-cutané. Et c'est en ça que le regard commence à se faire anatomique, c'est-à-dire que la dévalorisation, elle, elle passe par évidemment les adjectifs qualificatifs négatifs, dévalorisants, mais aussi par le fait qu'il y a ce découpage du corps, et un découpage de plus en plus précis, et qui dans le même temps est insensible. Donc cette graisse paraît en feuille plate. Ici avec une légère ambivalence pour le verbe paraître, est-ce que c'est qu'elle paraît comme elle apparaît, surgir, être visible, ou est-ce que c'est un outil de comparaison, comme des feuilles plates, ça ne change pas grand-chose au niveau du sens, mais ça amène en tout cas l'amorce d'une autre comparaison comme on avait le cercueil et la baignoire, qui en même temps peut avoir une dimension beaucoup plus fantastique, et on a vu à quel point cette femme chimérique pouvait être monstrueuse, et qu'elle est, pour ainsi dire, un zombie sortant de l'eau, dans le cercueil. Là, c'est la graisse elle-même qui va être comparée à quelque chose de
non humain et même non animal, les feuilles plates. Alors, c'est là aussi une image que je comprends pas trop. S'agit-il parler de cellulite? Je pense. De cellulite dans le dos ou de plis dans le dos, dans un dos gras. Dans ce quatrain, on n'a finalement qu'un seul rejet vraiment marquant, qui saille. Les deux autres vers, les vers donc 4, 8 et 10, 8 et 10, 7 et 8, sont des vers qui vont vont montrer une concordance entre la syntaxe et les vers. Et après les errances rythmiques ou les écarts rythmiques majeurs, comme le rejet impossible, qui saille, on ne sépare pas normalement l'antécédent, le groupe nominal antécédent de sa relative, donc les omoplates qui saillent. Ça va donner une impression de lourdeur, en fait, d'avoir cette concordance d'un coup. Ça donne une impression de pesanteur, paradoxalement, au moment où cette femme se lève. On peut noter sur le vers 6 la répétition 3 fois du pronom relatif qui saille, qui rentre, qui ressort. Cette répétition, elle ne sonne pas à l'oreille, pas plus que la répétition des, certes liquides, mais surtout semi-consonantiques, gras, gris, large et court, rentre, ressort. Les sons R ici, avec le son Q à côté qui est plus guttural, va en fait donner à entendre comme un bruit rattaché à cette tête ou à cette femme lente et bête. Donc ce qui pourrait être une animation, une mise en mouvement, a déjà été annoncé par la pesanteur de la lourdeur physique et mentale, et ici est à nouveau en fait alourdi par des sons qui... alors les R, ça peut être des semi-liquides, semi-consonnes, ça peut être très très liquide le son R. Mais ici, avec les occlusives, il est bloqué et il va aller vers quelque chose de plus guttural et donc de plus rock et de plus animal. Les juxtapositions d'indépendantes séparées par les points-virgules, le vers 7, le vers 8 et un bout du vers 6, va amener non pas une accélération comme on aurait pu s'y attendre, mais bien une décélération, un ralentissement. Au niveau du rythme, dans le vers 6, on a le petit rejet qui saille au début, et donc il aurait pu donner une impression d'accélération. Ça, c'est quelque chose qui est très hugolien, par exemple. Et là, en fait, on va avoir d'abord un groupe nominal avec une relative, entre point-virgule, ce qui donc ne fait pas réellement proposition indépendante. C'est en fait des juxtapositions de groupes nominaux. Mais on va avoir ensuite au vers 7 un nouveau puits. Et en fait, là, on a bien une proposition indépendante et encore une deuxième pour le vers 8. Et là, ce changement syntaxique, il donne l'impression d'avoir toujours une énumération, puisqu'on a un élément, comme une énumération, alors qu'on avait eu avant la tête, les déficits dont on ne sait pas trop ce qu'ils désignent, puis le col, les omoplates, et on passe au dos. On a vraiment l'impression d'une énumération, et en fait on a deux indépendantes. Et ça donne l'impression d'un ralentissement au niveau de la syntaxe, au lieu d'une accélération, parce que ça prend plus de volume, mais en plus, il n'y a pas de mise en fait en facteur commun, comme en maths, qui aurait allégé. Et en fait, alors, ce qu'il n'y a jamais dans le poème, c'est le « on voit que », qui est toujours sous-entendu, et qui permet d'imaginer un jeu lyrique voyeur et d'écriveur en même temps. Mais ça veut dire qu'on a l'impression d'un alourdissement dans le mouvement, qui est en fait d'abord un alourdissement de la description, au fur et à mesure que le corps s'étend, et parce que la tête, omoplate, dos, ce sont aussi des parties du corps qui elles-mêmes sont de plus en plus larges, mais ce qu'on a par cet alourdissement, c'est la fascination croissante du regard du jeu lyrique, qui va regarder de plus en plus près et de façon de plus en plus fascinée, et cette fascination, elle est une abjection et un dégoût. Et le fait qu'on n'ait jamais
de traces du jeu lyrique fait qu'on ne voit pas ce portrait comme ce que voit quelqu'un, mais comme ce qui est. C'est-à-dire que la subjectivité en s'effaçant donne l'impression d'une objectivité. Ça continue. Tercé. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Alors, l'échine, c'est intéressant. Parce que là, alors je sais même plus ce que c'est exactement l'échine, c'est le bas du dos. Hein. Ouais, les reins, c'est vraiment la zone au-dessus des fesses. Et donc l'échine, on commence à être encore plus bas, je pense. C'est ça. Mais sauf que l'échine, c'est un terme de boucherie. Et c'est pas un terme pour décrire des humains. C'est un terme pour décrire des animaux et des animaux morts. Donc les effets précédents, ils sont renforcés par le choix du vocabulaire. On a une nouvelle modélisation, hein, un peu rouge, qui peut montrer un genre d'irritation, par exemple. On ne sait pas trop, et qui, en tout cas, contraste avec, on se rappelle, le cercueil vert en fer blanc, les cheveux bruns, le col gras et gris, et là, hop, on a du rouge. Et avant, on avait les feuilles plates, mais qui sont plus au niveau de la forme, voire de la texture, que de la couleur. Et là, cette rougeur, qui aurait pu être écarlate, éclatante, elle est modélisée en l'atténuant. Donc, ça aurait pu être positif, mais normalement, les femelles humaines, en tout cas les femmes cis, ne sont pas censées avoir les fesses spécialement rouges. C'est plutôt des signes d'irritation, par exemple, et donc c'est important de bien s'essuyer les fesses quand on a pris sa douche avant de s'habiller. Comme pour les bébés. Mais pour tout le monde, en fait. Pas que pour les femmes. En tout cas, cette rougeur, elle n'est pas à un endroit, elle n'est pas valorisée, même dans ce qui aurait pu être une anomalie, mais elle est atténuée et en plus elle n'est pas normale. Et le tout sent un goût horrible étrangement. Et ça, c'est vraiment terrible en fait comme vers. Alors parce qu'on a encore un rejet absolument pas normal entre un nom et son adjectif, et qui va faire rimer ici goût et surtout. Il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir surtout à la rime, mais c'est intéressant de montrer qu'à la rime, on peut trouver des choses qui sont littéralement plates, voire qui disent plate, omoplate. Et le tout sent un goût, ça c'est très étonnant parce que on va déjà noter ce qui est immédiat, sentir un goût, c'est pas possible. C'est une forme de synesthésie, on se rappelle, la nature est un temple de vivants piliers, frais comme des chairs d'enfants chez Baudelaire. Ou les correspondances, et alors, j'arrive toujours pas à savoir si ce poème est ironique ou pas, parce que moi je le trouve tellement kitsch. Je l'aime beaucoup, et en même temps je le trouve très très kitsch. Je pense qu'il est les deux. Mais le sentir un goût, c'est pas normal, mais là, ça rappelle, alors d'un point de vue anatomique, ça rappelle en fait qu'au niveau du goût, on en a très peu, puisque ça va être salé, sucré, acide, amer, et umami. Pour les goûts japonais, donc umami, moi j'avoue que je le sens pas complètement, mais je le travaille doucement, à grand renfort de sorties culinaires. Et tout le reste des goûts que l'on sent quand on va dire il y a de la pomme, ça vient du nez, et c'est de l'odorat. À quel point c'était su ou pas, je sais pas, je pourrais demander à Erika Vicky, dont c'est la spécialité, ça, l'odeur au 19e siècle, mais elle est plutôt historienne de l'art. En tout cas, là, le sentir un goût est fait pour être contradictoire, mais aussi montrer comment on va avoir l'impression d'une odeur qui va attraper la gorge, comme quand les odeurs sont très fortes, et c'est ça qui va donner l'impression d'abjection. Donc l'échine est un peu rouge, premier indice qui va mettre en place une tension qui va vers la suite, et cette tension, elle se met en place par ralentissement, c'est comme dans les dessins animés. Ça ralentit parce que c'est important. Et hop, ça accélère, et hop, ça ralentit. Mais le tout, et ça on dirait une charade, et le tout, et mon tout, et le tout ça désigne en fait une femme, voire une femme dans sa baignoire, mais c'est le tableau, mais c'est une personne qui est désignée par et le tout, et là on n'est même plus dans l'objectification, on est dans le mépris le plus total, sans un goût horrible étrangement. Alors, c'est pas très précis un goût horrible, mais on comprend que c'est pas cool,
Et c'est bien le but, puisqu'il s'agit évidemment d'un adjectif qualificatif avec des connotations assez fortes. Mais ce qui est le pire, c'est cette horreur étrange. Horrible étrangement. Et en fait, qu'est-ce qui va renforcer cette étrangeté? C'est la place de l'adverbe. On aurait dû avoir étrangement horrible. Et là, c'est pas une question de place. Si, c'est une question de place, c'est pas une question ben, je sais plus de quoi, c'est pas une question, mais c'en était pas, quoi. De rime, voilà, c'est pas une question de rime puisqu'on est au début du vers. Alors, le fait d'avoir horrible avec un H qui, me semble-t-il, peut être inspiré, mais j'ai pas vérifié mon dictionnaire, mais qui ici, par l'effet du contre-rejet fait par rime, va participer à ce hiatus monstrueux, voilà, de séparation, comme le fait l'inversion entre l'adjectif et l'adverbe. Et là, étrangement, 4 syllabes va arriver comme une lourdeur après un adjectif déjà lourd, alors que c'est pas là qu'il aurait dû se placer. Et c'est là que la place de l'adverbe est vraiment intéressante, parce que sa place étant elle-même étrange, elle va renforcer les connotations de l'adverbe qui lui-même renforce l'horreur. Parce que finalement, une horreur familière, c'est mieux ou c'est pire qu'une horreur étrange? On remarque surtout, et là, boum, on a du jeu lyrique, mais on a un on, et ça c'est vraiment intéressant. Parce que c'est qui on? Qui c'est qui dit on? À part on est en cours. On, c'est un pronom qu'on appelle impersonnel. Parce que ça désigne un peu tout le monde. Ah ben on va bien ce matin? Un tu, ou un vous. Ou moi j'utilise tout le temps le on pour le jeu. Ah ben on a bien mangé, hein? Ou ah, on préfère entendre ça que d'être sourd. On dit plutôt vaut mieux. Bon, mais ici le on c'est aussi jeu. Et c'est pas seulement jeu, mais ça va être un jeu inclus dans le on et qui n'est pas un nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est le remarque et le surtout. Pourquoi? Remarquer, c'est un verbe de vision, mais c'est aussi un verbe de notation. Et c'est un verbe qui est très marqué scientifiquement. Et donc ce qu'on a ici, en fait, finalement, c'est une impression anatomique. On a l'impression d'une science en écrit. Quelqu'un qui va, en fait, écrire scientifiquement pour décrire cette femme. Et là, en fait, les espèces de notations, les indépendantes juxtaposées, etc., elles donnent cette impression de notation qu'il s'agit de résumer et qui vont amener à ce qui est le point le plus important, donc ces singularités qu'il faut voir à la loupe. La loupe, c'est intéressant aussi. Bon, la loupe, c'est pas non plus un microscope, mais vous imaginez, vous êtes en train d'espionner une femme qui est en train de se baigner, vous n'allez pas vous rapprocher avec une loupe pour voir ces singularités. Non. Mais l'imaginer, c'est montrer un regard scientifique qui est totalement désexualisant et qui va s'intéresser finalement à cette femme qui prend son bain, non pas comme à une femme prenant son bain qui est normalement une vision intime et très souvent en poésie et en art une vision érotique, mais il va s'agir de s'intéresser à elle comme à un cas. Et c'est là qu'on comprend que toute la monstruosité précédente, en fait, c'est celle du cas scientifique, me semble-t-il. Et ce cas scientifique, en fait, il permet de mieux comprendre le découpage corporel, la description et même l'échine, et avec ses modélisations un peu rouges, sans goût. C'est des trucs que j'ai lus chez Claude Bernard, hein, ça. Ce genre de choses quand il découpe des chiens. Des singularités. On a là un nom qui a la particularité d'être particulièrement abstrait. Tout peut... Enfin, c'est quoi une singularité? C'est quelque chose... Ça va regrouper les choses qui sont singulières. Et ces singularités, il faut les voir à la loupe. Donc, elles ne sont pas accessibles dans le poème, puisque on ne sort pas réellement la loupe. Mais elles sont annoncées et même suggérées, parce qu'elles ne vont pas être déployées complètement, enfin, elles vont l'être un peu avec la suite. Avec donc un adjectif qui est plutôt connoté analytique, voire scientifique. Alors évidemment, la comparaison du début comme d'un cercueil, elle n'est pas du tout scientifique. Mais les déficits se comprennent mieux. Parce qu'eux, ils peuvent avoir cette connotation. Et en tout cas, hop, les différents éléments corporels. Je pense qu'on a aussi une parodie de poésie scientifique dans ce poème, dans la Vénus Anadyomène. Pas seulement de poésie amoureuse.
Les reins portent deux mots. Alors, et donc loupe va rimer avec groupe. Ah, et les points de suspension qui vont laisser suggérer, qui vont ressembler à un feuilleton. Et on est quelque part entre, mais en fait qui est très 19e, on est quelque part entre la science du laboratoire, la science qui dissèque, voire qui vivisèque, et la fête foraine, qui va montrer les foires aux monstruosités humaines. Ça n'existe plus. Ça s'est arrêté, je crois, ça n'existe pas dans les pays occidentaux en tout cas, mais avec la femme à barbe, le géant, les nains, etc., qui sont très très présents au 19e siècle, et très racoleurs. Et on est entre les deux, et c'est pas un hasard, parce que très souvent, les atours de la science sont repris pour faire le spectacle de ces monstruosités, et là, il y a toute une histoire de ça, des spectacles scientifiques, on va prendre une goutte d'eau de la Seine et on projette le microscope par des jeux de lunettes de miroir, en le décrivant et en racontant des histoires dans une salle de spectacle. C'est hyper intéressant ça. On a par exemple, oh, est-ce que son nom va me revenir, tout ce cinéma du docteur... eh ben j'ai oublié son nom. Mais qui est le modèle de... Je crois que c'est le docteur Cottard. Qui est le modèle du docteur... c'est le docteur Cottard, le modèle du médecin de Proust, le médecin mondain. C'est aussi un chirurgien qui filmait ses opérations et les films étaient projetés dans les fêtes foraines. Je vais vous mettre un article de blog avec un lien de moi, avec un autre article sur ce Toubib. C'est ultra intéressant, c'est la médecine spectacle. C'est très ancien la médecine spectacle. Et là, je pense qu'il y a ça qui est repris pour accentuer la monstruosité. Il faut qu'on commence à se faire scientifique. On va y revenir. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, tiré semi-quadratin. Et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Alors, là, en fait, on n'a plus de progrès. On est en pause sur la même chose parce qu'on avait déjà eu les reins, les chines, et en fait, s'agit-il de singularités qu'il faut voir à la loupe? A-t-on pu se rapprocher? En tout cas, on a une singularité assez claire, deux mots gravés, Clara Vénus, qui sont interprétés globalement comme des tatouages. Moi, je trouve ça un peu étrange parce que gravé, ça colle pas avec le tatouage. Mais bon, est-ce que Rimbaud était un fin connaisseur du tatouage? C'est pas si sûr. Donc on va dire que c'est un tatouage, mais moi je suis pas 100% sûre. Ces deux mots, c'est Clara Vénus. Hop, boum, Vénus le titre. Clara, bah, ça peut être un prénom. Mais Clara, ça veut dire claire, éblouissante. On se rappelle que cette femme a les cheveux bruns, donc ça c'est pas très positivement connoté. Puis sinon, ils doivent être d'ébène ou de G. Là, ils sont juste bruns. Et fortement pomadés. Le col gris. Et les rondeurs ne sont pas celles des seins que l'on aurait pu attendre, mais bon, les deux dos, c'est celles des reins qui vont prendre leur essor. Donc il n'y a rien qui va dans le corps de cette femme. Donc en fait, le tatouage, il semble antinomique, être totalement contradictoire par rapport à ce qu'il désigne. En fait, c'est un peu le ceci n'est pas une pub de Magritte en avance. Et là, le tatouage, il permet de faire lien avec le titre, et en même temps, bon, bah, il peut quand même, ça a l'air d'être dans les interprétations un peu globales, en fait, il est un signe de la condition probable de prostituée de cette femme. Parce que le tatouage, c'était quand même assez rare, au 19e siècle, et très marginal. À ce niveau-là, on avait pu mentionner la pommade, qui pourrait être le signe de maladie vénérienne qui ferait perdre les cheveux. Il me semble que c'est le cas de la syphilis, il y a des traitements pour la syphilis qu'on perd ses cheveux, entre autres. Je dis ça, faut vraiment vérifier, hein, là. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la contradiction, comme il y a contradiction entre la Vénus anadyomène et le poème lui-même. Clara Vénus. Eh ben oui, Vénus, pourquoi j'ai voulu dire Anu? On dit Vénus, on dit pas Vénus. C'est pas un nu, c'est un Vénus. C'est une Vénus. Mais dans ses reins, on n'a plus de mention du tout de cette femme,
alors qu'il y a quelque chose qui pourrait la désigner elle-même sur son propre corps et dans son dos. Elle ou un bordel. Et tout ce corps remue étend sa large croupe. Alors là, on note le tiret semi-quadratin qui va faire un effet conclusif, un peu comme on avait eu juste avant. Pas juste avant, mais plus haut dans le poème. Et le tout. Et tout ce corps. Donc ça, c'est vraiment une reprise. À nouveau, en fait, pour donner un ensemble. Donc en fait, on a eu le mouvement qui découpe. Avec à un moment cette notation, on va dire olfactivo-gustative, loupe, et hop, tout ce corps pour la reprendre dans son ensemble. Tout ce corps, ça lui dénie une âme, elle est vraiment lente et bête. Quand on dit tout ce corps, elle n'est pas une femme. C'est une façon de lui nier toute qualité humaine. Remue étend sa large croupe, et puis ce corps, le démonstratif ici, il est anaphorique puisqu'il va reprendre, mais il donne aussi une impression qui est profondément dégoûtante et gerpante en fait, d'être un déictique, c'est-à-dire de désigner la déixis. On n'a pas juste l'impression que ça va résumer, on a aussi l'impression que ce corps est désigné, est montré, et dans un geste que l'on n'imagine pas positif. De toute façon, en général, quand on monte du doigt, c'est pas positif. Remue et tend. Là, on va avoir des adjectifs de mouvement, mais qui finalement nient le mouvement précédent. Très concrètement, je pense qu'elle est en train de se lever et de s'essuyer, ou de se savonner, quelque chose comme ça. Vous voyez ? Comme quand on sort de la mare, les gentils canards. C'est pas beaucoup plus sympa comme comparaison, mais au moins c'est un peu mignon. Mais l'animalisation, elle se poursuit avec large croupe. Ce qui était déjà large, c'était les omoplates, mais on se rappelle que c'est pas positif. Pour une femme, croupe, c'est un mot pour désigner le derrière des chevaux. Donc on a une animalisation complète, et ici avec un jeu de contradiction entre loupe et croupe. La loupe tout petit, la croupe très large. On n'a plus besoin de ça, et ça nous montre bien le va-et-vient, en fait, c'est-à-dire on regarde, et oh, on est en arrière, et on se dit oh là là. Voilà, c'est en fait le mouvement du regard mime un mouvement d'abjection et de dégoût. Et ce qu'on va voir, évidemment, le mouvement des fesses est un mouvement suggestif, mais ici qui va avoir même des connotations obscènes, puisqu'il pourrait être un mouvement, on va dire, de corps pendant un coït. Ici, je pense qu'il s'agit plus de se sécher, mais en tout cas, il n'est pas un mouvement élégant, et puis tendre sa croupe pourrait montrer en fait un moment de préparation au coït, de recherche du coït, qui est considéré plutôt comme lourdement dégradant pour les femmes. Un dernier vers qui va nous faire un concetto, c'est-à-dire qu'on a, hop, le découpage, on avance, abjection, et le dernier vers pour nous assommer, c'est-à-dire qu'en fait tout cela donnait une impression de ça bouge pas, et finalement le mouvement, c'est celui de la croupe. Alors moi, j'ai tendance à le faire un peu comme le canard avec les hanches de côté. Si on a un mouvement coïtal, il va être d'avant en arrière. Mais ça, c'est pas précisé. Et le fait que ce soit pas précisé permet toutes les interprétations, même les plus odieuses. Belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Et ici, en fait, l'animalisation se poursuit parce qu'on ne le tiret semi-quadratin, il est sur le vers précédent et pas sur le concetto qui est le dernier vers à pointe du sonnet, comme il y a des casques à pointe. Pickelhaube en allemand. Le casque à pointe des Prussiens. Finalement, ici, belle, moi je l'ai toujours apporté à la Vénus, à la femme. Mais ça prête la croupe. Et donc là encore une façon de dénier toute grandeur par la mythonymie et en focalisant sur un seul élément. La focalisation sur un seul élément du corps, c'est une façon de voir des morceaux de corps et pas des personnes, très très clairement. Belle hideusement d'un ulcère à l'anus avec une contradiction absolue entre la beauté et l'ulcère, la maladie. Donc on se rappelle tout ce qu'il y avait de macabre et qui ici va apparaître dans ce qui est
en fait, souvent une plaie ouverte qui peut être infectée. On se rappelle donc du gris des pommades. L'ulcère à l'anus, ça va faire partie des maladies un peu honteuses quand même, puisque l'ulcère, c'est quand même pas toujours honteux un ulcère, mais un ulcère, c'est quand ça commence à se corroder, quoi. Et l'anus, c'est quand même pas une partie très positive, donc un ulcère à l'anus, alors que Beckett en avait un, qui l'a beaucoup fait souffrir. Hein, mais ça, Rimbaud pouvait pas le savoir, c'est anachronique. Et ça permet de faire rimer Vénus et anus, et sans déformation, comme j'ai pu le faire tout au long de la lecture. Alors, ulcère à l'anus, ça va amener l'abjection la plus concrète, et bel hideusement, c'est un peu comme horrible étrangement empire, puisqu'en fait, belle et hideux ne vont pas du tout ensemble, ils sont complètement antonymiques, des antonymes, mais on peut noter qu'on a une espèce de répétition du horrible étrangement au niveau de la structure syntaxique, c'est-à-dire qu'on a un adjectif qualificatif qui est suivi ensuite d'un adverbe en ment qui est particulièrement long, et donc hop, les répétitions elles vont aller continuer à faire cette lourdeur qui est mimétique du corps, mais en plus, c'est pas placé au bon endroit, donc on a aussi cet effet et d'étrangeté, de lourdeur, qui prépare, là ici par un phénomène de dilatation temporelle, l'arrivée de l'ulcère à l'anus, compte chez toi absolu en toute fin de vers. Et donc on a une Vénus anadiomène qui finit sur un anus. Un trou du cul si on n'avait pas compris. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, je vois un jeu lyrique dans le on et dans le découpage complet du regard. Sur, c'est quoi, poetica.fr, là, le site sur lequel je l'ai pris à l'arrache, il apparaît souvent parce qu'il est très pratique pour faire des impressions Poetica. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que finalement, on a l'affirmation finale d'une beauté. Même si on ne sait pas s'il s'agit de la croupe ou de la femme. Et cette beauté, elle est belle hideusement. On se rappelle, je l'ai prise sur mes genoux, je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée, en parlant de la beauté. Tout comme chez Baudelaire, la beauté est un rêve de pierre où pas une ligne ne bouge. La beauté n'est pas positive. Elle n'est pas vivante, en fait, pour commencer. Et en fait, là, il y a quand même l'impression, me semble-t-il, on peut avoir l'impression d'un déplacement du regard, qui est aussi un déplacement axiologique, un déplacement des valeurs de cette beauté, puisqu'ici, finalement, c'est le plus abject qui va être dit beau. Alors que tout était dévalorisant, voire laid, c'est finalement le plus laid qui est qualifié de beau. Est-ce que, pour autant, on a une image positive de cette femme anonyme? Réelle ou pas, je n'en ai aucune idée, voire des femmes en général dans ce poème. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est d'abord un jeu poétique et un jeu, la JEU, un amusement poétique pour surprendre, avec, en reprenant des codes anciens, en jouant avec ces images, bien plus qu'il ne s'agit de parler des femmes. La femme ici n'est qu'un prétexte à cela. Est-ce qu'on pourrait y trouver une forme de discours body positive, puisque finalement même la plus affreuse, ou celle qui pourrait sembler la plus affreuse, est quand même belle à la fin, même de ce qui la rendrait la plus laide, on pourrait dire aussi malade. Et je crois pas. Je crois pas parce que c'est pas une façon de voir une beauté dans ce qu'il n'en a pas habituellement, c'est une façon de se réjouir soi-même de voir une beauté là où ça va choquer les autres. Et c'est pas la même chose. Il s'agit bien plus de choquer le bourgeois et l'académicien que de choquer, que de valoriser une autre forme de beauté. C'est pour ça qu'on est ici dans une potagerie absolue. Et je renvoie à Eliane Viennot, mais dans l'âge d'or de l'ordre masculin, Viennot étudie notamment les gauloiseries, l'esprit gaulois, les clubs de chansons paillardes, gauloises. Ce sont des boys clubs, et on est en plein dans le boys club là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lire Rimbaud? Évidemment que non, j'adore ce poème. Mais je l'aime pas en tant que féministe là, je l'aime vraiment en tant que littéraire, en tant que lectrice, en tant que féministe, il est abominable. Et en tout cas, il montre, je crois,
et ça revient un peu aussi à prolonger ce que je disais la semaine dernière et que j'aurais voulu déjà retourner, comment aucune femme n'échappe à ce qu'on appelle maintenant le male gaze, c'est-à-dire l'objectification par le regard. Évidemment que la qualification positive et négative, c'est pas la même chose. Mais la question, c'est pas de tout trouver beau, c'est de se débarrasser du fait qu'on puisse être soumise à une échelle de valeur. Qu'est-ce que ça donne poétiquement? Là, je voyais vite fait, mais je vraiment lu ça en diagonale, hein, je sais pas regarder de près, l'élaboration d'une nouvelle poétique. Je pense pas. Je pense qu'il y a une virtuosité très moderne, mais qu'il y a un jeu qui est ancien, qu'on trouvait déjà avec les contreblasons, qui est juste poussé à un nouveau paroxysme. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est le recours à un vocabulaire mythologique, Vénus, Anadyomène. Érudit et cultivé, pour une scène du quotidien, ce qui aurait pu être ce qu'on appelle de l'héroïque comique, et qui en fait n'est même pas du burlesque. En fait, ça ressemble à de l'héroïque comique, donc l'héroïque comique c'est quand on va dire en des termes hauts, on va raconter en termes hauts des choses très banales, si je vous raconte comme une épopée le fait que j'ai pris le métro, et ça le mérite. Alors que le burlesque va raconter en termes bas des éléments héroïques. Par exemple, je vous raconte l'Iliade et l'Odyssée, mais en argot. Par exemple. Et là, on a quelque chose qui pourrait être de l'héroïque comique, qui en donne encore l'impression avec Belle, hideusement. Mais moi, je crois qu'il n'y a vraiment aucune beauté dans ce poème, c'est-à-dire aucune valorisation réelle de la beauté. Je crois qu'il n'y a qu'un plaisir distinctif, c'est-à-dire de se distinguer en désignant comme beauté quelque chose qui n'est pas possible, après une telle description, de considérer comme beau. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas belles, que cette femme ne l'est pas en particulier? Je n'en sais rien. Mais je crois que c'est un poème qui monte. C'était même pas mon projet au départ en prenant ce poème, je voulais vraiment travailler les vers. D'ailleurs, j'ai pas tellement fait les césures. Elles sont pas droites, voilà. Elles font de guingois. Comme moi, avec ma jambe plus courte. Mais ça montre en fait comment l'idée de beauté et d'évaluer va soit créer un consensus un peu large, soit dans quelques cas plus rares, mais pas si rares, permettre aussi une distinction sociale, mais qui va toujours se faire sur le dos de ce qui est jugé. Parce que ça montre qu'il y a des juges et des objets que l'on soupèse. Et je vous dis à bientôt.